All right. And Très before bien. I proceed with Avant de tonight's program, I would continuer like to avec le pass things programme over to my d'aujourd'hui, colleague je Geneviève vais Gallant, donner who's la going to parole à ma grant us collègue some Geneviève recognition Galland of the land. qui va ouvrir cette session avec une reconnaissance du territoire. Merci beaucoup, Beth. Donc, je me joins à vous ce soir depuis le bassin versant de la rivière Rideau sur le territoire ancestral non cédé de la nation Omangwini Algonquin Anishinaabeg. Ensemble, ce soir, nous apprécions et respectons la terre elle-même et son rôle dans le soutien de nos vies et nous reconnaissons notre obligation réciproque envers elle. Aujourd'hui, 10 ans après les rapports finaux de la Commission de vérité et réconciliation, alors que nous sommes confrontés aux injustices passées et présentes, nous rendons hommage aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis et cherchons à établir des relations avec eux. Nous assumons la responsabilité d'examiner notre propre histoire et nous efforcer de comprendre et de remettre en question les constructions du colonialisme partout où nous nous Thank you trouvons. very much, Jen. Merci And I will beaucoup, now pass Jen. things over Et là, to je vais Sister Pat donner la Carter, who will parole open à us with a Sœur prayer. Pat Carter qui va nous offrir la prière This is a d'ouverture. Thanksgiving prayer. C'est une prière de l'action de In this grâce. golden autumn evening, Dans cet we turn automne our hearts in doré, thanksgiving nous to the many retournons nos gifts you have given cœurs us. avec une action de grâce, avec tous les dons que However, tu we nous as also envoyés, Seigneur. confess our Mais nous shortcomings confessons as aussi toutes nos stewards of faiblesses the gifts. comme intendante de When ces profit euh, precedes respect dons for qui, creation, qui auraient when greed strangles demandé compassion, le when respect de la nature, quand impatience en fait outpaces grace, c'est l'appât du and gain when qui ambition prévaut et où outruns wisdom. l'ambition en fait Let domine. our thanks be infused with a deeper gratitude, a Laissons-nous deeper longing to pénétrer draw par une closer gratitude to you, dear profonde God, et de ce a volonté deeper d'aller près de trust in toi, your Seigneur, ways, avec une a confiance plus deeper profonde commitment to de tes justice, façons de nous a mener deeper et courage to une bring healing to compréhension plus this profonde de la fractured time. justice et de We apporter une praise you, guérison plus Lord, profonde à ce that our monde hearts will be fracturé. ever more Et, grateful et for nous, all et of nos your cœurs abundant seront gifts. à chaque fois Amen. plus en plein de gratitude pour tes dons qui Thank ne you, se Sister finissent Pat. Thank you jamais. so much Rendons for grâce au opening us Seigneur. with Merci. that prayer. Merci pour cette prière. Before we continue, Avant de welcome to everyone continuer, who has une just been able to join bienvenue à tout le us. monde qui vient de We se do joindre à nous. require interpretation. Si vous avez Please besoin de select the globe at l'interprétation, the s'il bottom vous of your plaît, screen, choisir le globe and we en have bas de interpretation l'écran available in et English la and langue French. de votre I'll go choix. over a few Et housekeeping alors, items to help the session run smoothly tonight. et pour To que minimize tout background noise, se we've passe bien, muted s'il vous plaît, participants' euh, microphones. mettez en So please sourdine tous stay muted les throughout micros tonight's session. pendant I toute would la invite you to share séance your et thoughts nous and invitons de reflections in the chat partager box. vos We pensées, vos will keep the chat réflexions open, but we dans ask la you boîte de to minimize clavardage et s'il interactions vous plaît, during minimiser les participation so as not interactions to disrupt pendant the speakers. l'interprétation pour ne You will pas have an opportunity to use perturber the invite link nos to conférenciers et ask conférencières questions to our et vous speakers aurez in the chat, and we will have l'occasion time de for poser des Q&A near the questions end of the à, session. à nos intervenants. Tonight's webinar is Le being webinaire recorded and will d'aujourd'hui be est shared enregistré et va by email être with all envoyé par registrants, courriel à as toutes les well as personnes qui se sont presentations inscrites, materials for our ainsi que toutes speakers. les présentations You're de welcome to nos take notes conférenciers. if there's too much Alors, material. si vous The pouvez prendre virtual des group notes, will mais be able to follow up s'il y en a immediately trop, ne after vous the inquiétez pas, presentation slides vous have been allez sent. recevoir les We'll présentations begin de with ce a brief soir. overview Nous allons of the series and commencer tonight's session, par, en followed by fait, presentations from two d'une amazing vision, en speakers, fait, Marie de Rachel ces and Bianca présentations. Brock. On aura deux présentations Then we'll de have a Marie-Annie, moderated puis de Q&A, and Mimi, we'll puis après, wrap up on with aura des some questions announcements and et links réponses, et to puis support après, the on aura Jubilee des campaign. annonces et comment on peut appuyer la campagne So du welcome Jubilé. here. If you Alors, are familiar with bienvenue. the Jubilee Si vous campaign, if you've connaissez raised your bien la hand and you campagne de can Jubilé, see levez how la many main. people are Alors, already vous verrez working combien de on the personnes Jubilee qui travaillent campaign or déjà have sur la been campagne de signed a Jubilé petition. ou qui ont signé We're des grateful to have pétitions. Nous vous all of remercions you pour supporting and votre amplifying appui this effort this year. et d'appuyer ces Jubilee efforts cette année. 2025 Jubilé is a global and 2025 ecumenical initiative est that une builds on the initiative communique transformative mondiale success of qui, Jubilee qui 2000, which vient dans le canceled succès $100 transformateur billion de in Jubilé, debt qui en in fait 36 euh, low-income countries.
qui parle de la dette. Les pays vivent du Sud global vivent tous les ravages de la dette avec des services de santé et d'éducation qui sont devenus diminuer et puis que vise une crise au Canada. Et Canada et Caros appuie cette campagne avec développement épais, l'Office de congrégation religieuse pour l'intégration de la création. Cette série de trois séminaires parlera de la responsabilité que nous avons et aussi vis-à-vis de la pétition qu'on aura dans le Canada est le pays qui a des responsabilités pour sa dette écologique vis-à-vis des pays du Sud global et ainsi que tous les qui peut être une voix, qui peut avoir une influence dans les rencontres multilatérales. Et dans les autres série, on va voir les voix du Sud. Alors, sans plus, étant donné que le temps presse, c'est un grand plaisir de vous présenter notre première conférencière, Marie-Aimée Tour. Marie-Aimée Tour est titulaire d'un doctorat en économie du développement et les citoyennes françaises qui vivent en Asie depuis plus de décennies. En tant qu'économiste, elle s'est fortement impliquée dans le processus de la nouvelle architecture financière économique internationale, NAFEI, comme le connaît par l'intermédiaire du Conseil économique des Églises, contribuant depuis la rédaction de la Déclaration de Sao Paulo jusqu'à aujourd'hui à divers titres, notamment au sein de l'École économique de gouvernance, d'économie et de gestion depuis sa création en 2006. Et c'est là où j'ai eu le plaisir de la connaître. Elle occupe également des fonctions bénévoles au sein du Conseil de la Mission mondiale, où elle a travaillé pendant 8 ans au sein du comité d'investissement avant d'être nommée membre du comité d'audit en septembre 2024 pour un mandat de 4 ans. Donc, au-delà de ses engagements, elle participe à des actions humanitaires. Alors, je lui passe la parole et bonjour, bonsoir, ça dépend. Vous êtes moi, je vous parle de l'autre côté de Kuala Lumpur, en Malaisie. Et donc, j'ai 12 heures de le futur. Alors, je vous parle du jeudi, donc je vous parle du futur. Alors, je suis française, je parle donc français, mais je vais vous présenter ma conférence en français, en anglais, pardon, et aussi parce que mes diapositives sont en anglais. Alors, je vais partager avec vous certaines connaissances de base sur ce qu'est la dette globale pour que vous puissiez comprendre des autres webinaires et le prochain conférencier. Alors, passons, qu'est-ce que c'est que la dette et quelle est la grandeur de cette dette aujourd'hui? Donc, la dette globale aujourd'hui est de 324 billions de dollars US. C'est des chiffres c'est astronomique et qui sont difficiles de comprendre ce que cela veut dire en réalité. Alors, à gauche, je vous montre un graphique pour vous donner une idée comparée avec notre PIB. Le PIB, c'est une façon dans laquelle chaque pays mesure et puis voir quelle est la dette globale. La, en fait, la dette aujourd'hui est de 300 fois plus grande que le PIB du monde.
Et, et puis, si ça ne vous dit rien, je vais vous montrer une autre façon de, de mesurer ce que ça veut dire une dette de 324 millions. Si vous prenez un sou et vous les empilez les uns sur les autres, alors cette dette est 324 millions, ça veut dire c'est 1,5 voyage de la Terre à la Lune et de retour. Et ça vous donne une idée de la grandeur de cette dette. 1,5 voyage de la Terre à la Lune et de retour. Alors, la première question peut se poser, d'où vient cette dette globale? Et c'est ce que ma prochaine diapositive vous montrera. Contrairement à ce que vous peut-être pensez tous et toutes, la plus grande part de la dette vient des pays développés et les plus petites parts viennent de l'Afrique. L'Asie et l'Océanie ont une part substantielle, peut-être 24% de la dette publique totale. Donc, ce graphique est très important parce que chez les gens, chez le public, si on leur demande de, de dessiner ce graphique, ils vont mettre la plus grosse dette au pays en développement quand la réalité est contraire à cela. Alors, regardons quelles sont les causes de ces schèmes de la dette mondiale. Premièrement, c'est l'héritage colonial et tout contexte historique de ces pays. Alors, mais je vais laisser ça à Dean, qui est le prochain conférencier, qui va vous en parler. Moi, je vais me concentrer surtout sur les aspects économiques de la dette. Donc, quels, quels sont en fait les moteurs économiques et politiques pendant les années 80 et puis même plus récemment en 2022? Les intérêts étaient très bas. Donc ça a encouragé des emprunts massifs dans les différents pays et aussi des économies. Et puis, en fait, avec les nouvelles technologies, on a une financiarisation de leur système, de marché boursier, etc. Donc, petit à petit, ce qui avait été la dette d'investissement de productif est devenu une dette pour la consommation et la spéculation financée par l'endettement. Et dernièrement, vous connaissez peut-être ce que l'on appelle les politiques néolibérales, qui étaient en fait lancées par la Banque mondiale, l'IMF, l'FMI. Et on voit qu'il y a une déréglementation, une privatisation, et ça mène à alourdir le fardeau de la dette privée. Donc, la troisième des causes profondes des schèmes mondiaux d'être c'est les crises et mesures d'urgence. Les chocs majeurs que nous avons vécus récemment, c'est la crise financière de 2008 et la pandémie de la COVID-19. Ça, on contraint beaucoup de gouvernements à emprunter massivement pour financer des plans de sauvetage, des mesures de relance et des dépenses d'urgence. Et nous faisons face chaque jour davantage au changement climatique et les catastrophes naturelles dans la région où je vis. On est très conscient de cela. Malheureusement, ça a créé des cycles d'endettement récurrents car les nations doivent emprunter pour faire face à ces catastrophes et reconstruire leur infrastructure.
Et nous avons aussi des problèmes systémiques qui expliquent en fait les causes profondes de l'endettement. Et ça ne veut pas s'arrêter. Nous voyons des déséquilibres commerciaux mondiaux. Et puis les nations sont chaque fois dans des déficits persistants et puis qui nécessitent un financement extérieur. Et puis, nous avons aussi ce qu'on appelle les déséquilibres monétaires, où les pays en développement empruntent en devises étrangères, mais gagnent en monnaie locale. Et ça leur rend très vulnérables au choc, surtout s'il y a des taux de change entre l'emprunteur et le créditeur. Et finalement, en fait, le sujet d'aujourd'hui, c'est le service de la dette. Le service de la dette crée des cercles vicieux dans lesquels les pays doivent emprunter davantage juste pour pouvoir rembourser leurs dettes existantes. Donc ça, c'est les quatre principales causes des schémas mondiaux d'endettement. Maintenant, quand nous parlons de la dette, nous parlons dans ce webinaire de ce qu'on appelle la dette souveraine. Nous ne parlons pas de ma dette privée ou non, nous parlons en fait de la dette souveraine. Mais qu'est-ce que c'est que cette souveraine? C'est des fonds empruntés par le gouvernement d'un pays auprès de sources nationales ou internationales. Donc, c'est l'argent qui a été emprunté euh, par le gouvernement. Donc, aujourd'hui, nous avons trois types. Le premier, en fait, ce qu'on appelle, c'est la dette de survie. Ça, c'est une dette contractée par les pays les plus pauvres pour la survie, que ce soit pour le logement, que ce soit pour la nourriture. D'autres types de dettes, on l'appelle la dette de développement. Ça, c'est la dette que c'est des pays intermédiaires pour leur développement. Et et ici, en fait, c'est parce qu'il faut mettre l'argent avant pour avoir le financement. Et la dernière, c'est ce qu'on appelle la dette spéculative. Et ici, c'est une dette euh, que, que c'est que les pays riches financent les bulles spéculatives pour en fait spéculer sur le marché boursier. Alors, cette dynamique est très importante parce que ça a un effet sur la souveraineté de chaque pays. Premièrement, sur le plan de la dépendance économique. Quand vous empruntez de l'argent, la capacité de votre pays de faire des choix indépendants, que ce soit politique ou économique, est affaiblie. Et deuxièmement, en fait, on perd la souveraineté où le pays ici est en défaut de paiement parce qu'il ne peut pas payer, il ne peut pas rembourser la dette. Alors, on, il cède son contrôle aux nations qui leur prêtent de l'argent, ou même des fois c'est pire. Ils doivent en, en- en fait mettre leurs actifs, leurs ressources en échange de ce qu'elles doivent payer. Donc, quand on parle du paiement de la dette, nous parlons en termes économiques, c'est ce qu'on appelle le service de la dette. Qu'est-ce que c'est que le service de la dette? C'est les paiements réguliers par mois ou par trimestre ou, euh, et qui est composé de deux volets, le capital et les intérêts. Et c'est exactement quand on emprunte de l'argent pour acheter un- un- une auto, où là, vous avez le capital et vous avez les intérêts. Et c'est pour cela que nous parlons quand on parle de la dette, il y a deux choses très importantes, la devise de la dette et les taux d'intérêt.
Donc, avant de parler de ces deux composantes, je voudrais vous présenter euh, ce qu'est le rôle de l'FMI, parce que quand on parle de dette dans le Sud global, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est les FMI. Alors, je vous expliquerai quel est le rôle du Fonds monétaire international dans le Sud global. Le FMI a un objectif très spécifique que tout le monde, tout le gouvernement le connaît. Chaque fois que vous avez un solde de paiement, que vous avez un problème de liquidité, vous pouvez vous diriger à l'FMI pour, dans le contexte, par exemple, dans la France et le Royaume-Uni, ils peuvent s'adresser au FMI parce qu'on est très endetté. Donc, c'est pas seulement pour les pays en développement, mais aussi pour les pays développés. Mais beaucoup de pays en développement s'adressent au FMI quand ils ne peuvent pas payer la dette ou rembourser la dette. Et- ou à d'autres institutions, d'autres gouvernements, où ils ont des problèmes financiers pour rembourser leurs dettes. Donc, ils s'adressent à l'FMI. C'est pour ça qu'on l'appelle le créancier de dernier recours. Mais en fait, rien n'est facile parce que quand vous regardez il y a toute la question des conditions et la question de gouvernance. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand, quand vous empruntez de l'argent, en échange, on devait finir, suivre ce que moi je vais comment le FMI vous dit de comment vous allez collecter cet argent. Donc, et il donne la recette pour cela, c'est pour tous les pays. C'est pour ça que souvent on entend que comme c'est que la même mesure pour tout le monde. Et que c'est quoi? C'est les mesures d'austérité qui sont imposées par le FMI. Ils sont toujours les mêmes et c'est de couper les dépenses publiques, de rationalisation, de dépendre des marchés. Et ça vient à un coût énormément sur le plan de la santé, de l'éducation et les protections sociales dans ces pays-là. Et bien sûr, quand vous pouvez vous imaginer, le pays emprunteur perd l'espace pour leur propre politique. Et c'est là que viennent les défis du remboursement de la dette, parce que ces pays, généralement, ne peuvent pas rembourser la dette. Et on voit comment les mesures d'austérité sont imposées, que ça ne fait qu'intensifier la pauvreté et en fait, les paiements deviennent de plus en plus difficiles. Alors, ces pays finissent par tomber dans un cycle d'endettement persistant. Alors, et ça, c'est pour vous montrer qui en fait, c'est la dette. On pense que c'est juste l'Afrique, mais non, c'est des statistiques d'aujourd'hui. Vous pourrez voir que l'Argentine, c'est un des plus grands débiteurs avec le 28%. L'autre, c'est l'Ukraine. Vous voyez ici, on le voyait à droite, mais ce qu'on doit connaître et savoir, c'est que les 10 pays qui se trouvent dans ce graphique constituent à peu près 70% des crédits en cours de FMI. Donc, vous pouvez vous poser la prochaine question, mais d'où vient cette dette? Et c'est là où on voit la majorité de la dette, un tiers de la dette globale, vient des États-Unis. Et après, la Chine. Et après, le Japon. Alors, ce que nous voyons ici sont les pays développés. Et à qui ils doivent-ils cette dette? Si on regarde les États-Unis, ils doivent au Japon, à la Chine et au reste du monde.
pour un montant extraordinaire. Donc, le plus grand, le pays le plus endetté du monde, ce n'est pas ni Amérique latine ni en Afrique, ce sont les États-Unis. Alors, vous pouvez vous poser la question, comment ça se fait que les États-Unis, qui a le luxe d'être si endetté et puis que personne ne semble dire, c'est parce que ils, ils- ils ont le dollar américain. Le pouvoir du dollar américain est vraiment, c'est le numéro un. Pourquoi? C'est parce que quand les gens empruntent, c'est généralement en dollars US. Donc, c'est en fait la monnaie qui est en train de... Donc, on doit emprunter dans la monnaie qui est en fait celle qui est, donc, par exemple, que ça doit être le dollar US. Et pourquoi est-ce que le dollar américain est si important? Parce que la majorité des monnaies actuelles et toutes les réserves de banques centrales du monde sont en dollars US. À peu près 60% de ces réserves. Pourquoi? Parce que la majorité du commerce entre les pays du monde se font en dollars américains. Donc, quand on fait des échanges, en dollars, vous gagnez. Et donc, tout se fait en dollars US. Et pourquoi? Parce que, en fait, les prix, que ce soit pour l'or, pour tout euh, pour et tout ce qui est utilisé surtout par le sud, les pays du sud global sont en dollars américains. Et si on veut spéculer, tout se trouve aux États-Unis, à Chicago, disons. Donc, tous les pays ont besoin du dollar américain pour pouvoir faire du commerce. Maintenant, le risque de taux de change est très important. Lorsque la monnaie locale s'affaiblit, automatiquement, le poids de la dette augmente parce que, à cause, parce qu'en fait, la dette est liblée en, en dollars américains. Donc, le problème vient par la domination du dollar américain. Et puis le problème, c'est quand il y a une pénurie de dollars américains, que si vous n'avez pas suffisamment de dollars américains, parce que s'il n'y en a pas dans la réserve globale, donc on n'a pas non plus les dollars pour repayer la dette, pour rembourser la dette. Alors, en fait, on voit que la crise de pénurie de dollars est vraiment importante. Tout changement dans le dollar américain ou dans les taux d'intérêt va vraiment affecter tout le service de la dette en général et augmenter les difficultés de remboursement. Alors ici, vous avez l'autre point qui est important, et c'est quand on parle c'est les taux d'intérêt. Et si vous n'êtes pas économiste, vous posez la question pour que vous dites quand est-ce que les réserves de la fédérale américaine est tellement importante parce que tout le marché de la bourse, tout investisseur, tout gouvernement est à l'écoute de qu'est-ce que va faire la Réserve fédérale américaine en termes de taux d'intérêt. Parce que les taux d'intérêt de la Fed, c'est en fait les taux d'intérêt qui influencent tous les autres, et toutes les banques dans le monde, incluant la Banque européenne. Euh, Nous suivons en fait les taux d'intérêt. Donc, c'est en fait le point de référence le plus important. Et ça, c'est très important de comprendre parce que le risque de prime qui est en fait, c'est combien est-ce que nous, on veut euh, euh, payer, en fait, ce qu'on appelle le risque de refinancement, va dépendre de ces taux de change. Plus grand le risque, plus élevé le taux. Donc, c'est en fait un point de référence parce qu'en fait, plus haut le risque, plus haut le taux. Et donc,
le gouvernement emprunte de l'argent, et puis plus c'est un risque, plus c'est un... Et puis en fait, qu'est-ce en fait, il y a l'élargissement des écarts, en fait, est, qui est en fait quand les taux d'intérêt au dollar américain augmentent, comme un investisseur, ça devient intéressant parce que tout mon argent, au lieu d'investir dans le sud global, il va aux États-Unis parce que les taux d'intérêt sont plus élevés, donc il y a plus de rendement. Donc il y a cette donc, l'investisseur pourrait placer ses fonds, mais l'important, c'est la courbe de rendement. Cette courbe de rendement est beaucoup plus intéressante aux États-Unis qu'ailleurs. Et ce qui est très important aussi sur les taux d'intérêt, c'est fait, c'est la différence entre le nominal et les variables et fixes. Quand vous allez à la banque, vous avez deux choix. Ou bien vous avez des taux d'intérêt fixes de 5% jusqu'à la fin de votre emprunt, 20 ans par exemple, que vous c'est 5%. Donc, c'est les taux fixes. Alors, indépendamment si les taux d'intérêt augmentent ou descendent. Mais les banques font de l'argent sur vous, donc ils vous offrent aussi des taux d'intérêt variables. Aujourd'hui, c'est à 2%, mais demain, les taux d'intérêt puis peuvent augmenter jusqu'à 8%, alors ce que vous allez rembourser pas 2%, mais 8%. Et quand les pays du Sud global, en fait, ils empruntent sur des taux variables. Aujourd'hui, c'est à 2% qu'on doit payer, mais demain, Trump peut-être va décider d'augmenter ou demande à la Fed d'augmenter les taux d'intérêt. Alors, ces pays seront obligés de payer des montants bien plus élevés, des montants qu'ils n'en ont pas. Et ici, c'est ce qu'on appelle la dynamique de la dette et les effets des taux d'intérêt. La couverture du service de la dette, c'est dont je parle. Quand les taux d'intérêt augmentent, automatiquement, ça augmente la ratio de la dette et du PIB. Ça veut dire que euh, ce que vous devez payer pour la dette augmente. Donc, la ratio PIB-dette augmente. Alors, quand ces chiffres augmentent, le risque augmente. Alors, pour si je veux emprunter de l'argent, alors ils vont évaluer le risque. Si le risque est plus élevé dans la ratio PIB dette, ben, on aura des taux d'intérêt plus élevés. Donc, alors il y a donc, on est contraint à refinancer donc le risque de refinancement est plus élevé. Donc, on arrive à ce qu'on appelle des flux procycliques de capitaux. Et puis ça, et donc, ces pays ont besoin de plus de capital pour rembourser, mais comme c'est des pays qui présentent plus de risques, moins de personnes vont là, donc plus hauts sont les taux d'intérêt, et donc c'est ces cycles qui donc, c'est là l'écart de la dette souveraine grandit de plus en plus, et ça donne un impact sur les contraintes financières de ce pays. Parce que quand un pays doit payer un service de la dette supérieur, va en fait couper toutes les dépenses du gouvernement. Finalement, Another unfairness in the world. Beside the fact that the US
à part du fait que les États-Unis ont le dollar américain et qui sont en fait ceux qui dirigent tout ce qui est les taux, les États-Unis aussi sont le pays le plus endetté du monde. Mais ils sont en fait ceux qui payent, ils ont le paye le moins dans leurs emprunts. Donc, comme vous pouvez voir ici, eux, ils payent seulement 2,8%. L'Afrique, parce qu'il est considéré comme des pays plus avec haut risque, parce que le ratio de la dette et du PIB est très élevé, ils demandent de payer un minimum de 9,8% pour tout emprunt qu'ils veuillent. Et entre eux, vous avez l'Asie et l'Amérique latine. Donc, en général, le, le, le monde doivent penser doivent payer des taux très élevés là où veulent payer. Donc, on sort avec, on peut conclure comme ça. Les, les causes qui ont créé cette vulnérabilité sont multiples, mais la domination du dollar et la politique de taux d'intérêt des États-Unis sont les mécanismes quotidiens qui peuvent déclencher ou résoudre toutes les crises en matière de la dette. Alors, je vous quitte avec ça et, et, et en fait, cette diapo va donner, elle ouvre la porte à au prochain conférencier. Merci beaucoup. Thank you so much, Merci Marie-Aimée. I hope beaucoup, everybody Marie-Aimée. will send Et her puis, some claps je vois que for les walking gens us through that. applaudissent. Et, Um, we're in our evening time, so our alors, brains were able to absorb that after je maybe a sais long pas, day. And for Marie-Aimée, she woke up and Marie-Aimée, en fait, was nous a brilliant, réveillés, même si nos as soon as the cerveaux sun comes étaient up for un her. peu So endormis en grateful fin de journée. to Alors, hear you merci speak beaucoup. Alors, j'ai and give entendu this lecture parler before, et, et grateful j'ai for your trouvé, clarity et on puis the topic. vraiment, je te remercie pour We're autant de gonna hold all clarté. of our questions Nous for both avons speakers at gardé the tous end. nos So if you do have a questions question, jusqu'à la please fin. go ahead, type it in the Donc, vous chat or just pouvez put les it and we écrire will sur call people who have their le hands raised chat. after we hear from our Et next puis speaker. après, on I hope donnera la everyone will just parole aux take a moment to personnes. digest Mais all s'il of vous that plaît, amazing prenons quelques material. instants pour If digérer you need tout to ce qui nous a grab été a camera and just stretch présenté. or stand Et up, it might be peut-être vous something to kind étirez, of vous refresh your levez un brain. peu pour For rafraîchir those votre who want to cerveau. Mais pour les perhaps personnes just qui engage in a question, aimeraient I thought in between commencer speakers, I would pose a penser à des question questions, to j'ai pensé vous just lancer to une kind of question spur juste some pour discussion vous some aider reflection on dans what la you're hearing. réflexion ou So my provoquer des question questions. to you, Alors, ma and I encourage you question, to put et it in the je vous chat, encourage your de mettre response. la What's réponse, more harmful, qu'est-ce debt qui est or the le plus conditions préjudiciable, attached la to dette repayment? ou les conditions associées à son Welcome. remboursement? It can be that Alors, question in vous, English and vous French. pouvez In the répondre à chat, la feel question en free français to ou en type, anglais. and then I Et encourage you to puis, put your response in the chat if you'd like. et vous pouvez répondre dans le chat si vous le voulez. Okay, Très so bien. we are going Alors, to keep nous allons moving, maintenant, on and it continue is my et pleasure c'est un now to plaisir maintenant de vous introduce our second présenter speaker and nos my prochains colleague, Dean conférenciers et Detloff. collègues d'Inburn. Dean is the Research and Advocacy Officer at Development and Peace, Caritas Canada, which is a Catholic movement for international solidarity. He has helped coordinate and organize the Global Jubilee campaign. Il a aidé à coordonner la campagne depuis le début, appuyé par plus d'une centaine d'organisations internationales et des individus encore plus dit, un doctorat en philosophie de l'Université de Toronto, où il a travaillé sur la théologie de libération et la justice sociale. Et je vous donne la parole. Merci Beth et merci Marie-Aimée pour une merveilleuse présentation. Et moi, j'apprécie que tout le monde essaie c'est difficile de rendre l'économie mondiale intéressante et je vais partager mes diapositives.
pour essayer de vous rendre ça plus intéressant. Je peux voir Marie-Aimée. Est-ce que vous voulez que ma présentation, Marie-Aimée, indiquer ça? Voilà. Donc, ma présentation, c'est après la vie ou la dette, la justice économique en année jubilaire. Et je vais essayer de souligner certaines des inégalités dans le système financier mondial et de continuer sur certaines des histoires que nous a racontées Marie-Aimée. Je vais aller parler sur la campagne de convertir la dette en espoir et qu'est-ce qu'on peut faire dans une situation tellement bizarre et avec un si grand défi. Alors peut-être à la fin, vous pensez que c'est quelque chose que je peux faire pour essayer de gérer ce problème international tellement important. Donc, quelques statistiques pour voir l'état de problème. En ce moment, 3,3 milliards de personnes vivent dans des pays qui dépensent plus sur les intérêts de la dette que sur l'éducation et la santé. Vous voyez certains chiffres et détails. Tout l'argent qui va pour les intérêts sur les dettes, c'est l'argent qui n'est pas utilisé sur les indicateurs de développement, la santé et l'éducation. Et ça, c'est le message clé de notre campagne. Moralement, le fait qu'il y a une priorité dans notre économie mondiale, la façon qu'ils interagissent avec tout ce qui va, avec toutes les choses très compliquées, quand on commence à réviser le portrait qu'on voit, c'est que les gens ne tirent pas le bénéfice au point qu'ils devraient l'avoir. Ça, c'est la santé et l'éducation. On peut en ajouter encore un peu. La situation n'est pas mieux quand on parle de l'investissement dans le changement climatique. Ça vient nos organisations sera en allemand, en organisation de développement catholique, et donc dans un moniteur de dette en 2023, les dépenses consacrées au service de la dette dans les pays du Sud étaient en fait 12,5 fois plus élevées que leurs dépenses destinées à lutter contre les effets du changement climatique. En moyenne, les pays du Sud ne consacrent que 2,5% de leurs recettes publiques au renforcement de leur résilience climatique. En revanche, un peu moins de 33% des recettes publiques sont utilisées pour le service de la dette. Et ça, c'est aussi un grand défi parce que les pays du Sud qui souffrent le plus des effets des changements climatiques. Et ils ont ceux qui ils investissent le moins. Et donc, la situation de la dette leur enlève la possibilité de répondre aux défis. Donc ici, ça a l'air un peu étrange, mais une question qu'on reçoit souvent, surtout de la part qui sont membres, qui étaient membres en 2000 de la campagne. Qu'est-ce qui est différent maintenant comparativement à il y a 25 ans? Il y a beaucoup de différences, on va en parler de certaines, mais je pense que ça, c'est quelque chose de clé, une très grande différence. Donc, je vais essayer de donner un peu plus de détails. Ce que vous voyez ici, c'est une tendance qui va de 2008 jusqu'à 2021. Et vous voyez certaines des couleurs commencent à se devenir plus larges. La partie en bleu, c'est les créditeurs officiels multilatéraux. Et donc, le foncé, c'est le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, et c'est le bilatéral. Par exemple, notre pays ou quelque chose comme ça, c'est le bleu pâle. Le jaune, c'est les créditeurs privés qui ont des obligations. Et il y a beaucoup de créditeurs qui peuvent avoir des obligations. Donc, on peut acheter beaucoup d'obligations vendues par un pays pour financer le développement. Donc, c'est des banques. Donc. Et c'est depuis 2008, si vous regardez la ligne en 2008, la plupart des créditeurs étaient dans le bleu, dans le bleu foncé et le bleu clair. Donc, des créditeurs officiels. Et en principe, ils sont un peu dans le rendre des comptes un peu aux citoyens. Je peux aller voir le gouvernement du Canada et je peux dire, vous devrez repenser la dette. Je peux leur demander d'aller voir le Fonds monétaire international pour reconsidérer la dette. Mais les créditeurs privés ne rendent pas des comptes d'aucune façon. Donc, l'idée de à qui appartient la dette
Et donc ça peut changer, a changé dramatiquement depuis 2008. Comment est-ce qu'on peut résumer les effets? Je pense qu'il y a le groupe expert de l'Académie pontificale des sciences sociales dans le Vatican qui réunit les économistes pour penser sur la crise de la dette. L'opinion dominante selon laquelle un pays qui ne fait pas d'efforts n'est pas en situation de crise de la dette est erronée. Les pays en difficulté financière font d'efforts sur le développement économique car ils privilègent le remboursement de la dette sur les investissements publics essentiels dans lesquels la santé et l'environnement pour leur peuple. Les politiques économiques et de la dette actuellement menées par de nombreux pays endettés servent les intérêts financiers plutôt que ceux des populations. Et ça, c'est vraiment une manchette que les pays qui sont en défaut sur le développement, pas nécessairement sur la dette, mais là où ils font défaut, c'est un développement. Alors, ils vont très en train de payer la dette plutôt que de faire le nécessaire pour le pays. Ça, c'est un grand... Marie-Aimée a dit qu'elle allait passer le bâton pour parler ensuite de certaines des causes de base historique. Quelles sont les inégalités qui ont amené à la situation de dette que nous avons maintenant? On peut faire toute une présentation là-dessus, mais je vais essayer de résumer dans une diapositive. La première, c'est qu'avec l'émergence du capitalisme colonial, les populations et les territoires colonisés ont été organisés économiquement de manière à fournir des ressources aux centres coloniaux plutôt qu'à servir leurs propres intérêts. Donc, quand les Européens sont allés dans les Amériques ou l'Afrique, ils ne sont pas y allés comme pour créer, et quand ils sont venus au Canada, pour créer un pays de Canada, pour l'efficacité, la qualité et les intérêts même de créer un pays dans le Canada. Ils sont allés là, dans les intérêts de leur propre pays, donc l'Angleterre et la France dans le cas du Canada. Et à mesure que les sortaient sous le pouvoir de leur pays colonial, il y a certaines indépendances. Cette histoire est restée. Leurs économies ont été créées au bénéfice de quelqu'un d'autre. Donc, peut-être qu'ils sont politiquement indépendants, mais ils ne sont pas indépendants économiquement. Ça a laissé leur économie qui dépend d'une infrastructure conçue pour exporter des premières minéraux essentiels à l'étranger. Donc, l'indépendance n'a pas signifié une libération totale des centres coloniaux, mais a créé des conditions propices à l'endettement. Il y a un cas particulièrement intéressant, l'Haïti, un des premiers pays qui a vraiment jeté le joug colonial près de chez nous, dans cette partie du monde. Haïti a dû payer à la France 150 millions de francs or en échange de son indépendance. Il a fallu plus de 140 ans à Haïti pour rembourser cette dette. Et les Haïtiens et leurs défenseurs ont demandé des réparations de la part de la France parce que c'était injuste de devoir payer pour leur propre indépendance. Lorsque les pays tentent de mettre en place un modèle alternatif, ils sont souvent punis par l'isolement économique, l'opposition politique, ou dans les cas récents et les pires, ça peut avoir la violence et les assassinats. Combien de leaders dans le XXe siècle qui ont essayé d'amener leur pays par d'autres pays, par d'autres voies de développement, et le Nord a décidé que ça, c'était pas un bon développement. Ils ont intervenu de façon violente en socavant la possibilité de s'échapper des causes de l'endettement. Avec des économies façonnées pour le sous-développement, les pays du Sud doivent emprunter des capitaux pour combler leurs lacunes. Ils sont déjà en arrière, puis ils demandent du capital. Ils sont confrontés à des taux d'emprunt plus élevés, comme on vient de nous montrer, perpétuant ainsi le modèle colonial qui consiste à développer leurs économies pour enrichir des centres coloniaux. Et ça arrive de façon différente. Pour commencer à parler de la FMI, pour vous donner une idée des grandes inégalités au niveau de l'institution, le FMI a toujours eu un Européen comme directeur général et la Banque mondiale a presque toujours un Américain comme président.
Vous pouvez voir ici la liste, c'est le FMI à droite et les banques viennent tous de l'Europe et la Banque mondiale. Presque tout le monde vient des États-Unis. En 2019, il y a eu un petit changement. Ça nous dit quelque chose sur l'arrangement du monde et c'est qui mène. Alors, pour continuer de parler de l'FMI, la Banque mondiale, les deux institutions sont structurées par adhésion. Les membres disposent d'un nombre de voix déterminé. À la Banque mondiale, les États-Unis ont un poids tel que leur vote équivaut à fait un droit de vote. Veto, comme vous pouvez voir à droite, ils ont 15,44% du vote. Et les pays de l'Europe, ils ont juste un peu moins de ce qu'il y a aux États-Unis. On peut dire beaucoup d'autres choses, mais c'est assez sûr que c'est une institution qui est complètement biaisée. Et le Canada, pour ceux qui à la Banque interne, le Canada représente plusieurs pays. Vous pouvez voir sur la diapositive que je vous donnerai après. Ce que ça veut dire, le Canada, c'est le seul pays du G7 qui représente des prêteurs. Le Canada et l'Irlande sont des prêteurs et aussi des emprunteurs dans le Caraïbes, des pays qui sont en train d'emprunter à la FMI et la Banque mondiale. Un rôle assez bizarre et intéressant de la part du Canada. On ne représente pas seulement nous-mêmes, mais les intérêts d'autres aussi. La situation de l'IMF n'est pas très différente. Les membres payent une quote-part de base, un peu comme des actionnaires. Ça veut dire, c'est pas comme les Nations Unies. Les Nations Unies, c'est un pays, un vote. C'est démocratique de ce point de vue-là. Mais à l'FMI, à la Banque mondiale, c'est assez évident que c'est fait de façon inégale, pouvoir est distribué de façon inégale, qui favorise les États-Unis et l'Europe qui ne réfléchit pas à la population. Ce n'est pas particulièrement démocrate, mais l'IMF et les banques mondiales, c'est deux institutions qui sont ceux qui posent les règles de la meilleure façon de mener un pays et de gérer la crise de la dette, etc. Sur le thème de la dette, quand on parle de la dette souveraine, il y a beaucoup de sortes de dettes, y compris la dette pour le développement, qui c'est pas toujours. Et ça peut partir sur avoir contrôle sur une question spectaculaire. Lorsque nous entendons parler de dette ou de prêt, nous pouvons supposer que tous les prêts sont, au moins au départ, accordés de bonne foi, que c'est une transaction mutuelle. Pourtant, de nombreux prêts deviennent ce que nous appelons des dettes odieuses, c'est-à-dire qu'ils ont été accordés de manière injuste depuis le début ou sont devenus injustes en raison de leurs conditions. Une question qu'on peut dire qu'une dette est odieuse si elle n'a pas été contractée pour répondre aux besoins et aux intérêts de l'État ou du peuple et qu'elle a même pu être contractée à l'encontre de ces intérêts, par exemple pour opprimer la population, enrichir un régime corrompu, etc. Il y a beaucoup de cas où c'est arrivé. Ça peut être aussi odieux si les créditeurs savaient qu'elles ne seraient pas utilisées dans l'intérêt du peuple au moment du prêt. Dans le premier exemple, les créditeurs peuvent dire on ne savait pas que ça allait être utilisé pour quelque chose de négatif, mais souvent ils le savent, mais ça ne les empêche pas de prêter l'argent. Ou en troisièmement, l'État débiteur ne respecte les droits humains fondamentaux des droits humains fondamentaux. Dans ce cas, l'emprunt peut être considéré odieux depuis le départ parce que ça n'aide pas au développement. Ce n'est pas le cas que toutes les dettes sont données dans des conditions mutuelles et en confiance. Il y a beaucoup de cas où la dette est donnée dans des façons odieuses depuis le départ ou devient odieuse avec le temps. C'est très compliqué. Je pense que quand on regarde ces questions de dette, on peut penser qu'ils sont insurmontables, mais il y a 25 ans, dans le jubilé 2000, ça nous a montré et ça a démontré que ce n'est pas nécessairement insurmontable. Le jubilé 2000, si on se considérait comme la campagne populaire la plus réussie de l'histoire du Canada,
pas seulement de notre part, dans nos mouvements qui en faisaient partie, mais dans la littérature sur les mouvements sociaux, etc. 640 000 Canadiens ont signé une pétition mondiale pour la justice en matière de dette. Le Canada a été considéré comme un leader mondial, mettant en place sa propre initiative canadienne pour analyser des dettes bilatérales. Et j'ai trouvé cette photo dans des archives avec des mondes de développement qui sont dans une réunion de cancellation de la dette. C'est très impressionnant. Moi, j'avais 10 ans en ce moment-là, pas parce que les gens se sentent vieux, mais je trouve très inspirant jusqu'à maintenant d'entendre parler des histoires qui est arrivées avec le Jubilé 2000. Et vraiment, ça démontre qu'il y a façon de gagner, même dans une situation très compliquée. Une des choses qui a été gagnée, c'est qu'à l'échelle mondiale, la campagne Jubilé a conduit à la création de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés, PPTE en français, au sein du Fonds monétaire international. À ce jour, plus de 135 milliards de dollars de dettes ont été annulés pour 36 pays grâce à cette initiative. Et ça, c'était une grande victoire pour vous. Cependant, les pays ont souvent dû accepter des conditions, donc un grand astérix. Souvent, ils doivent accepter des conditions de politique économique pour bénéficier de cette annulation, privatisant ainsi des aspects clés de leur économie. Donc, juste pour vous donner quelques exemples, en Zambie, l'IMF a dit qu'ils devaient privatiser leurs banques pour recevoir l'annulation. Ils ont refusé de le faire au départ, mais il y a une famine et la dette a augmenté. Ils ont été obligés de le faire. Le Sénégal n'acceptait pas l'État a augmenté sans qu'ils privatisaient le négoce des cacahuètes. Et donc, le public n'avait plus ses revenus, c'est passé à des mains privées. Et vous pouvez voir qu'il y a d'autres exemples, le Ghana, Rwanda, Guyana, l'Honduras, la Tanzanie, beaucoup de ces pays ont eu une annulation de la dette et c'était important, mais souvent, pour le recevoir, ça les a mis en place pour d'autres problèmes plus loin. Donc, c'est une victoire mélangée et je pense que ça nous apprend sur comment est-ce qu'on peut voir la dette aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut être très, très vigilant. Pourquoi les créditeurs ne veulent pas annuler la dette? BlackRock, c'est quelqu'un qui détient des obligations. Le Debt Justice UK, nos amis ont leur posé la question très publique. Pourquoi est-ce que nous n'annulons pas la dette? Ils ont une histoire de participation responsable et contre-ustique à la reconstruction de la dette. Mais BlackRock est un investisseur à long terme dans la dette souveraine des pays de machines à manger pour les clients. Comme fiduciaire, nous n'investissons pas notre propre note, c'est de l'argent de personnes ordinaires qui font des économies pour la retraite et nous devons tenir en compte leurs intérêts financiers. C'est pour ça que nous ne pouvons pas pardonner la dette souveraine de façon littérale. C'est très important parce que si vous allez poser la question à ces personnes ordinaires, c'est ce que les autres ils pensaient que le fait de se retirer devrait dépendait que les gens zambiens avaient accès à l'éducation et la santé. Je pense qu'il faudrait investir de meilleure façon et BlackRock prend les décisions pour nous. Nous n'avons pas le droit de prendre la position. Nous sommes en main de cette commission de gestion. Donc, c'était vraiment une situation très compliquée. Pourquoi est-ce que les questions ne font-ils par défaut? Il y a quelques exceptions. Bref, je vais donner pourquoi pas. Je ne vais pas lire toute la diapositive, vous pouvez le voir. Donc, il y a trois choses. Pourquoi ils n'arrêtent tout simplement de payer s'ils ont tellement de problèmes? Si les pays débiteurs ne remboursent pas, ils risquent de subir des conséquences telles que la perte d'opportunités financières futures. Donc, si vous êtes un investisseur, vous dites l'Argentine n'a pas payé leur prêt
Donc, on ne leur en donnera pas un autre après. Et ça peut faire que les preneurs de décision ont peur de perdre cette opportunité. Si les prêteurs tels comme le FMI continuent de prêter aux pays en situation de surendettement afin de rembourser les créanciers. Donc, on appelle l'AMF, on a des problèmes, nous ne pouvons pas payer le prêt. L'IMF va dire, pas de problème, je te donnerai assez d'argent pour payer ces prêts-là et c'est à nous que vous allez devoir. Peut-être à un intérêt plus bas, mais pour le faire, vous devez accepter certaines conditions dont le FMI est en train d'aider les créditeurs privés, encore une fois, aux dépenses des populations et les dirigeants politiques qui sont plus favorables à l'austérité et au capitalisme international. On leur donne plus de crédit. Par exemple, l'Argentine, au Milei, qui pousse les politiques néolibéraux, a été des prêts de la part de l'FMI et des États-Unis. Même si, c'était le peuple qui est en train de payer les pots cassés. Qu'est-ce qui peut être fait? Nous avons une campagne de pétition. Les gens demandent qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que dans le pays, au-delà de ça. Quelques exemples des choses qui surgissent dans le mouvement, surtout dans le Sud. Une, c'est les audits de la dette. Comment les pays peuvent-ils déterminer quelles dettes doivent être annulées et quelles dettes sont légitimes? Au début des années 2000, le Qatar a créé une commission composée de représentants de la société civile, d'organisations locales et d'experts afin de déterminer si et dans quelle mesure sa dette pouvait être considérée comme odieuse. À la suite de cette année, Rafael Correa a annoncé une suspension du remboursement des 2/3 de la dette du pays après cette analyse. Donc, les audits de la dette, c'est une des suggestions où le peuple peut être impliqué dans la décision sur les dettes à payer. On peut renforcer le fonds pour les pertes et dommages, alors investir plus d'argent dans des choses, compensation pour le changement climatique, etc. Et aussi de rompre avec le néolibéralisme. On pense que le secteur privé, c'est vraiment la clé finale pour résoudre les problèmes. Ça a amené à des décennies de fiasco au niveau de protection dans le secteur privé, la clé pour résoudre des décennies d'échecs. La finance internationale et les économistes doivent redécouvrir le rôle de la planification publique et de différents types de biens. Comment vous allez voir sur les nouvelles avec ce genre d'hypothèse que c'est la clé, c'est le secteur privé est encore en très bonne santé. Il y a beaucoup de gens qui y croient. Donc ça au-delà de la campagne de pétition dont on parle beaucoup dans le mouvement global de la dette. Je pense que c'est facile de se perdre dans des détails, mais ce n'est pas tellement compliqué quand on le réduit aux éléments les plus simples. Et je pense que c'est une image, c'est un artiste cubain, et je pense que c'est le Christ qui est en train de crucifier son signe de dollar. Et ça m'a marqué FMI, l'IMF, et vous pouvez voir que ça la dette, ça s'appelle la dette extérieure. Alors, ce que ça dit, on peut dire, la dette contribue à ce que les jésuites martyrs ont appelé le peuple crucifié du monde. Le jubilé 2025 est une autre occasion d'intervenir dans cette injustice persistante et de dire que l'avenir des populations doit être lié à la justice et non au profit des créanciers. Et c'est ça que la base du mouvement basé sur la fait, comme c'est ça que nous amenons dans comme conversation, les politiciens et les pouvoirs de négociation. Nous, comme mouvement de la fait, nous amenons une clarté morale à ce qui veut dire cette crise. Je veux donner un autre exemple. Il s'est arrivé à travers d'un collègue au Malawi qui m'a dit, et elle a parlé de ce que Thomas Sankara de Burkina Faso, un leader révolutionnaire. La dette ne peut pas être remboursée, d'abord parce que si nous ne le remboursons pas, les prêteurs ne mourront pas, ça c'est certain. Mais si nous nous remboursons, nous allons mourir.
Et ça aussi, c'est certain. Et alors, c'est aussi simple comme ça a été, Sankara a dit dans les années, si les créditeurs vont survivre, mais si on continue à payer la dette, les gens vont vraiment se trouver entre la vie et la mort. Il n'y a pas accès à les soins de santé et à l'éducation. Et je vais le laisser avec un autre voix, le pape François, dans ce document pour annoncer l'année jubilé 2025. Et il a dit, plus qu'une question de générosité, c'est une question de justice. Et il parle de l'annulation de la dette. Et encore une fois, je pense que ça, c'est le message que nous menons. Étant un mouvement basé sur la foi, ce n'est pas une question de générosité. Les pays riches donnent une charité aux pays pauvres ailleurs. C'est une question de justice. Les pays sont endettés dû à un système injuste. Et ce que nous pouvons dire, c'est que c'est injuste et qu'il faut le corriger, il faut le changer. Et c'est ça. Ça, c'est la campagne de convertir la dette en espoir pour que ce soit clair pour les preneurs de décision que nous trouvons que c'est injuste et qu'ils ont une responsabilité de régler le problème. Ça, c'est tout ce que j'avais à dire. Et je vais laisser ça sur les déclarations de Pope François. C'est une bonne note pour finir. Merci beaucoup, Dean. Et encore une fois, j'avais vu cette présentation plus tôt au forum des jubilés et c'est que maintenant c'est un public plus large. Et Dean nous a passé à des complexités de l'impact colonial et l'impact du capitalisme. Et alors, il y a des points de clarté morale, c'est vraiment très important. Et ça nous amène. Merci encore une fois, Marie-Aînée et Dean. J'invite maintenant des gens qui veulent poser des questions pour les présentateurs de les mettre dans le chat. Et pour commencer, je regardais le chat pour m'assurer que je voyais les questions pour Marie-Aînée. Et j'ai une question qui vient de Terry. Terry est en train de demander, j'ai entendu que le grand risque de prêter en Afrique, c'est un risque perçu et que les pays ne font pas d'efforts plus que les autres. Est-ce que c'est vrai? And either Marianne or Dean, you can respond to that if you have an opinion to that or an answer. That's a good question. Ça, c'est une très bonne question. Quand nous parlons du risque de défaut, nous parlons où l'emprunteur ne peut pas payer sa dette et qu'il y a différentes catégories de risques et aussi différentes catégories de remboursement. Quand nous entendons des choses comme ça, il faut faire très attention parce qu'il y a le risque officiel qui est basé sur des indicateurs économiques, mais vous avez aussi des risques qui sont en fait ceux qui sont les agences de cotation, et puis on l'a vu comment ça a affecté dans la crise de 2008. Et tous ces... Parce que vous avez la perception du risque. Et la perception du risque est basée sur qui est le chef d'État, est-ce qu'il y a corruption, etc. Donc, nous devons faire très attention quand on parle de ces risques. Maintenant, en termes de risques, l'Afrique, oui, a un risque élevé de défaut. Puis Dina a vraiment parlé de Ghana, des Zambie. Il y a beaucoup de pays en Europe aussi qui ont été encore pires dans leur incapacité de payer. Donc, l'Afrique n'est pas le pire endroit où nous trouvons, où l'Amérique latine aussi a des problèmes de défaut de la dette. Alors, est-ce que c'est un haut risque pour l'Afrique? Oui, sûrement, mais
quand nous regardons cela, à savoir si c'est un risque perçu ou est-ce que c'est un risque monétaire, c'est-à-dire au niveau de la devise ou des exportations, ou est-ce que c'est un risque global qui a des effets. Donc, ce n'est pas une réponse oui ou non. L'Afrique, on le prend en son tout, mais il y a beaucoup de pays en Afrique. Certains sont vraiment en défaut, puis d'autres vont très bien. Donc, quand on parle de l'Afrique, il faut faire attention. Oui, il faudrait ajouter peut-être au niveau de la perception du risque. Dans l'ordre mondial, c'est l'emprunteur qui est vu comme un risque, mais en fait, c'est un risque mutuel parce qu'en fait, le créancier prend des risques lui aussi en pensant qu'ils vont être remboursés parce que, euh, parce que les gens, ils prêtent de l'argent avec le souhait de revenir. Mais dans notre système mondial, c'est en fait c'est celui qui est en dette qui est pénalisé. Et c'est en fait le taux, c'est en fait l'emprunteur qui prend en fait tout le fardeau. Et la campagne, le message de la campagne, c'est que c'est injuste, c'est un risque qui au début était partagé, mais ça ne se partage pas quand le problème survient. Et ce qui paye la note, c'est la personne qui est déjà en pire position que le créancier. Alors, nous avons comme une histoire idéologique, en fait. Quand il faut payer la dette, s'il ne paye pas la dette, c'est en fait la faute de celui qui a emprunté. Mais la réalité est tout autre. Oui, ça vraiment, ça nous fait à penser différemment de la relation entre emprunteur et créancier. Maintenant, il y a une question de Richard. Un pays avec une grande dette, c'est de l'Ouest. Quel ce serait le dommage collatéral si les États-Unis décidaient d'être en défaut de leur dette? Alors, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que vous avez des idées quant au dommage collatéral de cela? Collatéraux. Oh, ils vont pas le faire. Mais si on suit les nouvelles, parce que vous êtes dans le nord, moi je suis dans le sud, à un moment, il y a déjà en défaut des États parce que le Congrès est à cause de la paralysie du Congrès, en fait, l'État est en défaut et puis les fonctionnaires ne sont pas payés. Et puis, en fait, ça se répète à chaque année. Et puis, après deux semaines d'être en suspens, l'argent apparaît de je ne sais pas où. Maintenant, jusqu'à ce que tout en tant que le dollar américain soit la devise importante, il n'y aura jamais de défaut de part des États-Unis. Mais si on a la crise financière, la pire crise financière mondiale, et on l'a vu à des hauts et des bas dans la dernière décennie, où, où s'en vont les investisseurs, indépendamment de la situation, c'est aux États-Unis. Ils s'en vont tous aux États-Unis. En fait, parce qu'ils sont convaincus que les États-Unis ne seront pas en défaut. Alors, la question, c'est une bonne question, mais pour moi, et je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, Dean, mais jusqu'à ce que le dollar américain sera la monnaie dominante, les États-Unis ne feront pas, il n'y aura pas de défaut de la dette de la part des États-Unis. Mais il ne faut pas oublier que le FMI, et je l'ai dit, et puis tu l'as aussi répété, sont très bons pour faire la leçon à tout le monde. Mais quand il s'agit de leur propre pays, qu'ils ont des crises, la dette, etc., alors il y a aucun principe de l'FMI s'applique. Ils ont besoin d'argent, ils vont l'imprimer. C'est pour ça que ça ne sera pas de sitôt que les États-Unis vont faire un défaut de la dette. Ça serait une bonne leçon, en tout cas. Non, je pense que tu l'as dit très bien.
Merci. Here's another question from Il y a une autre Alan, question de one that Alan, many of us have been posing, to une ourselves question as qu'on we, s'est continue posée tous, je pense, en strategize about pensant advocacy with à une Canadian stratégie de faire government. notre What motivates plaidoyer lenders to cancel au gouvernement. loans? Qu'est-ce que motive les créanciers That is a big d'annuler question. I des don't know, prêts? it's hard to maybe C'était une speculate bonne on that one, question. but, yeah, C'est do you difficile have de any spéculer, thoughts? mais peut-être est-ce que vous avez eu des idées à ce sujet? Je peux essayer. Marie-Aimée m'avait donné un coup de main. Oui, c'est vraiment une spéculation. Mais le défi, c'est que quand il s'agit des gouvernements, c'est plus facile d'avoir cette conversation parce qu'il peut y avoir plusieurs motivations au gouvernement. Comme j'ai mentionné au début de ma présentation, même si le gouvernement n'écoute pas très bien la société civile, mais on peut se réunir. Moi, je peux présenter dans la campagne de Jubilee, on s'est rencontrés avec le gouvernement du Canada pour établir les raisons, des raisons qui sont attrayantes pour le gouvernement. Mais vous pouvez avoir une conversation qui est plus large de que bon, je te dois de l'argent, tu me dois de l'argent, tu dois payer. Ici, on peut avoir une conversation de qu'est-ce que ce sera la bonne chose à faire. Quand c'est des créanciers privés, ils ne sont pas du tout motivés d'annuler des prêts. Ils sont motivés à être payés, c'est sûrement. Et peut-être qu'il y aura des défis à cela, à relever. Les FMI peuvent apporter des revient à secours, mais en fait mais pour les privés, ils ne sont pas motivés à annuler. L'autre partie, c'est qu'ils peuvent être motivés pour restructurer la dette parce qu'il vaut mieux d'être payé un tout peu moins que de ne pas payer du tout. Mais étant donné en fait que le paysage de créanciers est tellement fragmenté, qu'il y a tellement de créanciers que c'est très difficile de les avoir tous dans une seule place et que tout le monde soit d'accord en même temps de restructurer leurs dettes tous à la fois. Ça, c'était une stratégie que les pays du G20 ont essayé depuis 20 ans et puis personne semble faire que ça fonctionne. Si vous voulez mon opinion, à moins qu'il y ait des changements de les règlements internationaux sur la dette, les créanciers, par la bonté de cœur, vont en fait annuler leur emprunt. Mais en fait, c'est juste d'attendre et puis d'attendre qu'ils aient payé ou de restructurer la dette, mais ils ne vont pas l'annuler. J'ajouterais qu'un des arguments, c'est que les dettes qui ne sont pas payées n'aident à personne. Ça peut apporter du chaos, une déstabilisation, pas de tout le monde, du monde entier, mais de la région. Dans certains pays, mais je parle d'une perspective économique, parce qu'on peut parler d'intérêts géopolitiques, oui. Je te pardonne la dette, mais peut-être on peut avoir des alliances stratégiques, que ce soit en matière de défense ou au niveau des océans ou certaines alliances. Une chose qui pourrait être faite, c'est que on peut passer des initiatives environnementales et de développement. Si je ne me trompe pas, autour de 2018, dans la fin de 2018, il y a eu un échange entre les créanciers de Seychelles, je pense, un échange pour leur pardonner. euh, euh, C'était en fait de travailler sur les écosystèmes océaniques. Et peut-être que maintenant, où les gouvernements veulent travailler sur les changements climatiques, par exemple, l'Espagne, par exemple, peut-être qu'une façon, ça serait d'avoir ce type d'annulation de la dette pour des engagements écologiques ou sociaux. Alors, ça pourrait être une approche. C'est la dette
pour le climat, par exemple, on pourrait l'appeler comme ça, je ne sais pas. Great, thank you. Ouais, merci beaucoup. I see a few more questions are Je vois coming in, plusieurs and I am questions going qui to try rentrent. to Je vais move us along. So essayer I think, to d'avancer Brenda, I'm happy for et, Dean to respond directly to Brenda, maybe in the chat, but I did just et want to peut-être vous point pouvez out that the répondre third session in our directement. series is Mais je looking pense at que la those troisième international rules série and parlera des règlements mechanisms. So internationaux et des please mécanismes join us again in internationaux. 2 weeks on the Alors, soyez avec 22nd, nous to learn le more about the 22 case that pour we're making for Single series avoir to be en fait de tout ce que established nous, within the des UN. arguments, de ce que nous voulons, de nouveaux règlements qui soient établis aux Nations Unies. Et Dean a parlé plus de près sur cette question, peut-être. Et je pense qu'il y avait une question de Susanna. Et je pense que qu'est-ce qu'on peut faire tous ici dans cette salle pour élargir cette campagne? Et puis c'est le point auquel je voudrais maintenant qu'on s'adresse. Et puis je voudrais remercier Adine et à Marie-Mé pour leur présentation, leur engagement, leur temps qu'ils ont donné pour leur présentation. Et vous pouvez les applaudir. Et merci. Donc, merci encore, merci. Ça a été vraiment merveilleux que de vous avoir tous les deux et puis d'avoir des différentes perspectives. Et je pense que vous étiez extrêmement complémentaires. C'était fabuleux. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant? Donc, la prochaine étape, la plus puissante, si vous ne l'avez pas encore fait, j'espère que tout le monde ici a signé la pétition. Mes collègues vont vous mettre un lien sur le chat. Et puis, en fait, le plus que vous pouvez faire, c'est d'inviter d'autres à signer. Le rôle de la campagne, c'est d'arriver à 100 000 signatures. C'est une pétition mondiale, mais on peut contribuer avec 100 000 signatures du Canada. Alors, votre travail pourrait faire toute la différence. Mais peut-être je pense qu'on est arrivé à 43 000. Alors, si tout le monde qui a signé cette pétition et une ou deux personnes la signent, on aurait dépassé cela. Alors, c'est un défi que je nous lance. Alors, et d'autres façons avec lesquelles vous pouvez arriver à 100 000. Il y a de liens que vous verrez dans le chat. Vous pouvez partager le lien dans les réseaux sociaux, dans les bulletins communautaires. Vous avez des modèles de messages que vous pouvez copier-coller, que ce soit dans les réseaux sociaux, dans vos bulletins, et aussi des graphiques que vous pouvez utiliser. Vous pouvez prendre aussi un éco-portrait en signant la pétition. Vous pouvez organiser des conversations, que ce soit dans vos quartiers, votre école, pour parler de l'importance de cette campagne et pour vous aider à aller à la boîte d'outils des animateurs et animatrices. Et là, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Alors, Sue va être disponible en français bientôt et vous avez certaines parties qui ont été déjà traduites et puis les personnes animatrices pourraient les utiliser. Merci beaucoup pour votre patience pour le français. Et puis, en fait, cette boîte d'outils, il y a des pétitions peut imprimer, que vous pouvez apporter, que ce soit à l'église ou à votre centre communautaire. Il y a des ressources de culte et puis des prières. Alors, on peut utiliser cela pour inviter d'autres à faire partie de la campagne. Il y a deux occasions qui sont conçues pour élargir la campagne et nous aider à arriver aux 100 000 signatures. Premièrement, de 9 au 11 octobre jusqu'à novembre 10, on va en fait à l'initiative de proclamer les jubilés. Ça, c'est
s'est aligné les réunions annuelles de la Banque mondiale et de l'FMI qui va être à Washington, D.C. en octobre. Et puis, ça a fini le 10 novembre où il y a eu la conférence générale des Nations unies. Et plus tard, il y a les rencontres du G20 de 22 au 23 novembre. Alors, la participation à la campagne du Jubilé, et c'est simple, c'est d'avoir un groupe de personnes. Il y a plus d'informations, si vous êtes curieuse. Il y a un lien qui dit participer, proclamer le jubilé. Vous l'avez dans le chat. Je vous encourage d'aller voir pour voir ce que vous pouvez faire au sein de votre communauté. Et au 14-16 novembre, il y a le fin de semaine pour l'action de la justice climatique, et puis il y a la conférence sur le climat. Il y a deux initiatives et nous le faisons conjointement. Un, c'est les marches de jubilé et Pendles for COP. Et puis, en fait, c'est des initiatives pour la confessionnelle, et puis c'est des vigiles à la chandelle, et c'est un temps pour réfléchir, pour exprimer notre amour à la planète et nos espoirs à des actions transformatrices pour qu'il y ait lieu à cette conférence sur le climat. C'est une occasion aussi d'en parler de la justice climatique. Et vous avez créé des espaces pour que les pays agissent en termes d'action climatique. Et donc, alors, vous pouvez utiliser en fait des chandelles pour le climat. Et puis, on vous invite aussi à une marche dans votre communauté en solidarité avec les personnes dans les pays du Sud global qui c'est en fait des vigiles qu'on puisse faire ensemble. Et on vous invite à participer avec tout ce qui pourrait peut-être être une source de motivation pour vous. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de façons de nous maintenir en marche et maintenir l'élan. J'espère que tout le monde qui va être ici vont inviter d'autres. Si vous avez aimé la programmation d'aujourd'hui, d'inviter d'autres la semaine prochaine, le 15 octobre, le deuxième, c'est la justice restaurative et il y aura des conférenciers d'action comme c'est nos partenaires d'Équateur et c'est une des notions clés en définissant qu'est-ce que c'est que la dette écologique. Nous avons deux conférenciers du Canada, de la réseau de l'action climatique et aussi du Centre pour la justice climatique pour voir quelle est la façon que le Canada peut répondre. Alors, on espère que vous serez des nôtres et merci beaucoup à tous et toutes pour votre participation et nous partagerons cet enregistrement et vous enverra les présentations de Marie-Aimée et de Dean. Alors, merci infiniment.